de ce récit dont on parlait. Exactement. L'absence d'un grand récit mobilisateur lié à une éducation qui formerait à la pensée critique, à l'action collective, Et ça crée quoi comme ambiance chez les supporters, selon l'article? une sorte de dialogue de sourds un peu stérile. D'un côté, les pessimistes chroniques, persuadés que ça allait toujours rater, Et de l'autre? ceux qui exigeaient des résultats tout de suite, mais sans voir le travail de fond énorme qu'il fallait faire. On passait du fatalisme à une impatience un peu irréaliste, quoi. Cette tendance à chercher des explications simples, émotionnelles, comme la malédiction, plutôt que d'analyser les faits. Ça nous amène à la question de l'interprétation, non? Tout à fait. Comment on lit les événements sportifs? Et c'est là que l'article cite Nietzsche. Nietzsche. Hmm. Carrément. Oui. Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Et comment ça s'applique au sport, selon l'auteur? L'idée, c'est de dire qu'un match, un classement comme le Ballon d'Or, ce n'est jamais juste une donnée brute. C'est toujours une histoire qu'on raconte, une interprétation. Ça dépend de qui regarde, de ses intérêts, de sa culture. Il donne un exemple concret? Oui, le Ballon d'Or 2025 qu'il évoque, voire 50% du top 10 avec des racines africaines, c'est un fait statistique. Mais l'interprétation qu'on en fait peut être très différente. Oui, ce chiffre de 50%, c'est marquant. L'article détaille un peu, non? Oui, 20% de joueurs de nationalité africaine, comme Salah ou Hakimi, et 30% issus de la diaspora, qui jouent souvent pour des pays européens. Il cite Dembélé, Yamal, Mbappé. Et comment l'auteur explique cette forte présence-là? Pas juste la génétique, j'imagine. Non, il écarte ça d'emblée. Enfin, il dit que ça ne suffit pas. Il insiste beaucoup plus sur les facteurs socio-environnementaux. C'est-à-dire? La qualité de l'encadrement, les infrastructures des centres de formation en Europe qui sont exceptionnelles, la motivation socio-économique aussi, souvent très forte chez ces jeunes, et puis l'effet psychologique. Baigner dans un environnement hyper compétitif très jeune, ça stimule. D'accord. Et tout ça amène l'article à poser une question clé, un peu dérangeante même. Laquelle ? Pourquoi l'Afrique brille partout, sauf en Afrique? Comment expliquer ce paradoxe? Et pour tenter d'y répondre, l'auteur revient encore une fois à Cheikh Anta Diop. Il rappelle deux idées fortes de Diop. Lesquelles? Premièrement, à formation égale, la vérité triomphe. En gros, le potentiel est là, mais il faut les bonnes conditions pour qu'il s'exprime. D'accord. Et la deuxième? Sa conviction que les Noirs sont capables, aussi capables que les autres, sur tous les plans, intellectuels, physiques, artistiques. Donc, le problème, ce n'est pas une incapacité de base, c'est plutôt les systèmes, les environnements qui ne permettent pas à ce potentiel de s'épanouir sur le continent comme il le fait ailleurs. On en arrive donc à une critique assez directe de la situation actuelle du football sur le continent, vue par l'article. Oui, l'auteur pense qu'au XXIe siècle, l'énergie des Africains ne devrait pas être perdue dans ce qu'il appelle des combats facultatifs. Des combats secondaires. C'est ça. Pendant ce temps, le terrain culturel est laissé à d'autres qui, eux, n'hésitent pas à exploiter, voire à s'approprier